savais pas que le droit de cuissage existait encore en France. Vous le connaissez, cet individu, Laurent Bigorgne, non? Un ami très très proche de Macronus Ier. Ils sont tellement proches qu'il l'a soutenu, juste avant qu'il redevienne président en 2022. La République en marche. Alors qu'est-ce qui nous a fait ce bon monsieur, hein? Eh bien, en 2022, ce Laurent Bigorgne, ami proche de Macronus Ier, drogue son employée Sophie Conrad dans le but de la... après avoir été harcelé, tu m'as compris, à plusieurs reprises. Vous avez qu'à lire, hein, harcelé, t'as compris. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce bon monsieur? Vous pensez qu'il a eu des sanctions? Revenons au tout début de l'affaire. Comme c'est indiqué, c'est l'ancien directeur de l'Institut Montaigne. Hein? Regardez où c'est placé, vous avez vu un peu le luxe? Il y est rentré en 2010. Et qu'est-ce qu'ils font dans cet institut? Absolument rien. Ils produisent des rapports et des propositions sur des sujets. Autant te dire que ça ne sert strictement à rien, mais ça nous coûte. Hein. Les sujets, c'est quoi? L'économie, l'éducation, la santé, l'immigration, la sécurité, l'environnement et les institutions politiques. Qui les finance? Le 440. Par des dons privés aussi. En 2020, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer sa belle-sœur. Par piston, évidemment, je sais plus pour quel poste. La Sophie Conrad. C'est la petite sœur de son ex-femme. Il la connaissait quand elle était toute petite. T'as compris? Je ne connais pas l'écart d'âge entre les deux. Enfin bon, elle rentre dans l'Institut de Montaigne et les ennuis commencent. C'est elle, la Sophie Conrad. Ah oui, c'est ça son poste. Responsable du pôle politique public. Ça veut absolument rien dire. Enfin bon, voici ce qu'il lui écrit par SMS. Je suis sûre que tu es un super coup. Ah, c'est professionnel ça, hein, dis donc. Je vais aller sur une appli te chercher un escorte pour la soirée. Je rappelle qu'ils se connaissent, c'est la famille, hein. Bon, elle répond pas, ou elle l'envoie chier. Elle lui fait comprendre que ça l'intéresse pas. Et monsieur persiste, avec sa gueule là, de crevette pourrie là. Droit de cuissage, s'est dit, bon, je l'ai fait rentrer, faut qu'elle donne un peu du sien, tu vois. C'est comme ça qu'il a dû réfléchir, dans son esprit de pervers. Hein? Attends, c'est pas fini. Et un soir d'août 2021, ils sont en déplacement à Marseille. Le soir, ils vont boire un coup dans le bar de l'hôtel. Et on ne sait comment, elle se retrouve dans sa chambre. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Toujours le verre à la main, hein, pensant discuter encore quelque temps. Alors il lui fait le coup, la musique douce, on met un peu d'ambiance, il essaye de se rapprocher, tout ça. Elle veut pas de lui. Donc elle décide de partir. Voici le message qu'il lui écrit juste après. Je te fais peur ou quoi? Au point de partir comme ça? Elle lui répond, je suis vraiment épuisée. Et je n'ai pas peur, je suis juste raisonnable. Il répond pas. Ensuite, il retourne à Paris. Quelques mois plus tard, nous sommes en février 2022, le 22 février 2022. Me demandez pas pourquoi, il l'a invité chez lui pour manger, pour dîner, et elle y va. Ah bon. Moi, un gars qui me harcèle comme ça depuis plusieurs mois, je peux te dire que je mets pas un pied chez lui. Hein. Passons. Elle va chez lui. Ah, je vous ai un petit dessin là. Alors, tout ce que je vous dis, ça vient de Off Investigation. Je sais pas ce qui se passe chez France Télévisions. Ils nous font de ces enquêtes. Parce que vous allez voir après. Hein. Comme vous pouvez le lire, la soirée se passe, il lui tend un verre de champagne, lui aussi, il s'assoit, mais entre-temps, il a fait beaucoup d'allées-venues, il s'est changé, il s'est mis en survêt, enfin bon. Elle boit un tiers du verre, et déjà, elle se sent pas bien, tu vois. Elle voit les murs qui bougent, bouffées de chaleur, elle comprend tout de suite que elle s'est fait donc droguer. Et elle a la présence d'esprit d'envoyer un message à une amie à elle. Regarde ce qu'elle écrit, je crois que machin m'a drogué. Laurent Bigorgne. Et en fait, elle retourne son téléphone sur la table et sans penser que l'autre, sa copine, allait l'appeler. Hein. Non, ça aussi c'est bizarre. Enfin, elle est pas bien. Et lui, par contre, il est calme. Tu vois, il la regarde, il attend. Le moment où il pourra se servir tout seul. Hein. Comme un bon gâteau. Non mais... faut voir un peu, je sais pas si vous imaginez. Il était directeur de l'Institut de Montaigne, c'est une grande institution. C'est un haut fonctionnaire. Ça vous rappelle pas l'affaire Guy Hurault, là? Ah, je vous mettrai l'article. Celui qui a
soumis chimiquement une députée. Vous vous rappelez? L'ancien sénateur, là. C'est la même histoire, sauf que ça s'est passé en 2022. Et je ne sais pas comment elle fait. Elle part de l'appartement, elle a encore un peu de force, et surtout, l'ami à qui elle avait écrit ce message a appelé le gars, parce qu'elle s'était rappelé qu'elle avait son numéro, donc elle a essayé de le joindre. Lui, il répond pas. Mais il comprend qu'il y a un problème, il comprend que c'est en train de tourner mal. Donc il la laisse partir, il lui commande un taxi, elle monte dans le taxi, mais elle va pas chez elle. Il est que 20h30, hein. Direction l'hôpital. C'est seulement vers 23h qu'un interne vient la voir et il lui dit « Je ne peux pas vous faire ces analyses ». Parce que ce qu'elle voulait, c'était faire des analyses de sang et d'urine pour savoir ce qu'on lui avait mis dans le sang. Plus tard, on apprendra que c'était de la MDH, je sais pas quoi là. Donc il faut aller porter plainte d'abord avant de pouvoir faire. Vous imaginez? Donc elle reprend un taxi pour aller dans un commissariat. Entre-temps, t'as l'autre qui lui écrit « Je suis désolée, gna gna gna. » Elle lui demande « Mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as mis dans le verre? Hein, dans le champagne, qu'est-ce que tu m'as mis ?» Là, il essaye de l'appeler. Donc elle était à l'hôpital Cochin. Hein. Et elle va dans un commissariat dans le 5e, je crois. Et c'est là où ils comprennent que le gars dont elle est en train de parler, dont elle veut donc porter plainte contre X, c'est un gars très connu et très proche de Macronus Ier, hein, du président, quoi. Du coup, ils font une première audition. Ensuite, ils l'accompagnent aux urgences. Je crois que c'était dans le 14e, je sais plus. Là, enfin, je crois qu'il est 2h du matin. Ils lui font la prise de sang et de l'urine aussi. Ils vont tester l'urine. Mais c'est fou parce que ce qu'il lui a mis dans son champagne, ça a toujours effet en fait. Elle n'est pas descendue. Là, il retourne dans un autre commissariat pour finir l'audition. Et quand elle a fini et qu'elle est en train de signer sa déposition, il est 5h du matin. Tu crois qu'ils vont faire la perquisition chez lui, faire la géolocalisation de son téléphone à elle et lui? Non. Non, elle n'est pas arrêtée non plus. Enfin, ça continue comme ça pendant 3 jours. Parce que elle, entre-temps, elle retourne pas bosser à l'Institut Montaigne, tu penses bien. Elle va chez ses parents, je sais pas où, à Nancy. Et les flics, ils vont aller la voir à Nancy pour continuer encore l'audition. Ouais, parce qu'il manquait des choses apparemment. C'était pour blinder l'audition, hein. La plainte. Ah non, ils ont fait traîner, on est d'accord. C'est seulement le vendredi, soit 3 jours après, qu'ils vont perquisitionner chez l'autre. Et bien sûr, tout avait été rangé, lavé, nettoyé. Parce qu'en plus, monsieur aime bien la coco. T'as compris? Parce que il dit que c'est mieux qu'on fait l'amour avec ça. Donc il y en avait dans l'appartement. C'est ce qu'elle dit aux flics. C'est bien, hein, l'Institut de Montaigne. Hein. Entre-temps, elle prend un avocat, monsieur Halimi. Ça commence à parler dans les journaux, comme le Canard enchaîné qui révèle l'affaire. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le Canard enchaîné? Eh bien, nous y apprenons que le parquet, sur ordre de je ne sais qui, a carrément demandé de ne pas procéder au relevé anthropométrique d'usage dans ce genre d'affaires. Les photos et prises d'empreintes ou aussi on oublie les analyses ADN. Hein, voilà. En clair, on met des bâtons dans les roues dans l'enquête. On fait tout pour que personne ne sache ce qui s'est passé exactement. Je rappelle que c'est un ami proche à Macronus. Hein. Oh, il est bien entouré, dis donc. Hein. Vraiment, hein, vraiment des bons potes. Hein, génial. Maintenant, vous allez écouter la fin de l'affaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'affaire, en fait. Voilà. Et il a échappé à tout. Un mois après les faits, le Canard enchaîné révèle que c'est sur ordre du parquet, lui-même dépendant du gouvernement, que les policiers ont été empêchés d'enquêter. Le parquet a carrément demandé de ne pas procéder aux photos et prises d'empreintes. Oubliez aussi les analyses ADN. Laurent Bigorne évitera donc ainsi tout fichage policier. Pratique. Et quand les enquêteurs découvrent dans le téléphone de Laurent Bigorne des messages provenant possiblement d'un dealer, c'est encore le parquet qui leur aurait refusé l'autorisation d'identifier le numéro. Pour Maître Halimi, les manquements dans l'enquête s'expliquent vraisemblablement par des ingérences politiques. Alors, on a la certitude qu'il y a eu une intervention politique puisque les fonctionnaires de police qui ont travaillé sur l'enquête se sont émus auprès des journalistes de la multitude des interventions politiques. Parmi ces interventions, celle d'un puissant ami de Laurent Bigorne, un certain Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale. Et apparemment, oui, effectivement, le téléphone de Jean-Michel Blanquer appelait souvent, soit au parquet, soit